Eh bien, figurez-vous que Monsieur Mortin pardonnait à son ami. Projet Pinger numéro 26 et aujourd'hui il va être question d'Autour de Mortin, toujours de Robert Pinger bien sûr. Et Autour de Mortin, en fait, c'est un livre dont je me suis aperçu que je ne l'avais jamais lu. En fait, je le savais. Ce que je veux dire, c'est que quand je me suis lancé dans ce projet, j'ai repris évidemment la liste exhaustive de tous les textes publiés par Robert Pinger, puisque le projet consiste à les lire dans l'ordre de parution et en rendre compte par des vidéos monographiques qui portent le numéro pair, comme celle-ci. Et à cette occasion-là, évidemment, en regardant la liste, je me suis dit, ah ben tiens, il y a tel et tel livre, je crois que je ne l'ai pas lu, ou je sais que je ne l'ai pas lu. Et Autour de Mortin en fait partie. Autour de Mortin, donc, je ne l'avais jamais lu, je ne l'avais même pas en ma possession, j'ai dû l'acheter, je l'ai acheté d'occasion, et cet exemplaire d'occasion m'est venu avec cette petite feuille qui était restée dedans. Je trouve toujours ça assez particulier ou assez émouvant, j'aime bien ça dans le côté des livres d'occasion. C'est ce côté-là, et donc ici, le nom, très probablement, du premier propriétaire du livre, avec son papier à lettres, avec un en-tête très simple, avec juste son nom, Jean-François Berthier. Pour le Beaujolais, il se défendait bien, mais pour les champignons, il n'aimait pas ça, Carabas. Autour de Mortin se compose de 3 parties. Ces 3 parties s'intitulent respectivement Chuchotement au pluriel, Interview au pluriel et Brouillon au pluriel également. Ce sont des parties de longueur inégale. La première partie, Chuchotement, compte à peine une vingtaine de pages. La deuxième partie, Interview, constitue l'essentiel du livre, environ 130 pages. Et la dernière, Brouillon, fait à peine 10 pages, ne fait même pas 10 pages en fait. Ces 3 parties consistent effectivement, comme l'indique le titre, à faire le tour d'un personnage qui est ce personnage de Mortin, déjà apparu dans les fictions de Robert Pinger, dans le cadre, bien sûr, de sa topographie imaginaire entre Fantoine et Agappa. Dans la première partie, Chuchotement, 2 personnages se parlent et sont en train d'observer à son insu un vieil homme, Mortin, et de décrire ses faits et gestes jusqu'à ce qui semble être un empoisonnement final. Il avale quelque chose et il se rend compte en fait qu'il est tombé raide mort, très certainement. Ça se termine ainsi. Ses bras retombent, sa bouche, comme il est pâle. Un temps, ton précipité. La pilule. Il s'est empoisonné. Timbre retrouvé. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Coup redoublé, frappé contre la porte. Et ainsi se termine Chuchotement avec cette description, cette découverte, cette révélation de l'empoisonnement du personnage qui était observé et dont on comprend après qu'il s'agissait bien sûr de ce fameux Mortin. La deuxième partie est constituée de 8 interviews entre, de toute évidence, un interrogateur anonyme et une série de personnages qui ont tous eu une certaine importance dans la vie de Mortin, de Johan, dont on ne découvre pas à ce moment-là qu'il se prénomme Johan, d'un homme qui dit avoir été l'ami de Mortin, avoir vécu chez lui et avoir fini par partir car il se sentait indésirable. Il n'a jamais réussi réellement à être l'ami ou l'intime de Mortin et on a l'impression qu'il lui a rendu des services mais en même temps qu'il s'est un peu incrusté. Ça, c'est la première interview, jusqu'à la dernière interview, l'interrogatoire de Monsieur Latiraille, maître à l'école primaire secondaire, à l'école secondaire et collaborateur du journal Le Fantognard, page 151. Et là, avec Latiraille, on se trouve en présence d'un personnage qui était très important dans les 2-3 premiers livres de Pinger, entre Fantoine et Agappa, Maheu ou le matériau, notamment, et il me semble aussi dans Le Renard et la Boussole. Je n'ai pas vérifié, je suis en vacances et je n'ai pas tous mes Pinger avec moi pour faire les vérifications d'usage. Donc c'est la deuxième partie, ce sont les interviews. Et troisième partie, enfin, Brouillon, et les Brouillons nous proposent un récit à la première personne qui rappelle assez fortement, d'ailleurs dans son ton et dans son style, Quelqu'un, le livre suivant de Robert Pinger, et ici, le narrateur n'est autre que le fameux Johan, donc on en revient à lui. Voilà pour la structure tripartite de ce livre. Belle histoire. Les uns disent Judas, les autres Vawa la sorcière. Elle faisait des choses pas propres avec la jeunesse du pays. Pour ce qui est du genre, Autour de Mortin est présenté tantôt dans l'œuvre de Pinger, ou dans la liste des œuvres du même auteur, comme du théâtre ou comme des dialogues.
Sur la couverture de cette édition, qui est une réédition, je ne l'ai pas dit, mais Autour de Mortain date de 1965, la même année que Quelqu'un, mais dans la liste des livres du même auteur, on trouve Autour de Mortain, théâtre. Donc, dualité générique dans la présentation même du livre, dans le paratexte même du livre, dialogue au pluriel ou théâtre. Et de fait, si l'on reprend la terminologie des dialogues, les trois parties correspondent à des dialogues. À part la dernière, les brouillons, c'est peut-être effectivement un dialogue hypothétique de Johann avec lui-même, puisqu'il se trouve dans la situation de formuler un certain nombre d'hypothèses, et c'est d'ailleurs là ce qui rapproche ce récit à la première personne de Quelqu'un, paru la même année aux éditions de Minuit. Dialogue donc qui inscrit le livre dans une certaine tradition. Soit la tradition des dialogues des morts par exemple, on peut penser à Fénelon, encore que on ne verrait pas très bien le lien, soit éventuellement dans la perspective du théâtre radiophonique, et puis par ailleurs il y a donc cette désignation générique de Autour de Mortain comme du théâtre, donc d'une pièce de théâtre, et alors là, un autre problème se fait jour, c'est que le livre fait environ 170 pages, et que si on veut représenter Autour de Mortain au théâtre, il faudra facilement 4 heures. Alors ça n'est pas du tout impossible, hein, des pièces de 4 heures, ne serait-ce qu'avec le répertoire shakespearien, il y en a beaucoup. Si on va chercher du côté de Claudel, n'en parlons pas. Mais enfin, ça ne va pas de soi, on va dire. Cromwell de Victor Hugo, si on veut représenter Cromwell de Victor Hugo, on a besoin, je pense, de facilement 6 ou 7 heures. Donc, je ne sais pas si Autour de Mortain a été représenté, si des extraits ont été montés. En tout cas, par rapport au théâtre des années 60-70 et au nouveau théâtre, on va dire Beckett, Adamov, Ionesco, etc., généralement, les pièces de 2 heures maximum, là, on se trouve avec un objet assez compliqué à mettre en scène. Le premier du salon, c'était un port de pêche avec des bateaux et des petits pêcheurs sur le quai. L'autre, un paysage d'hiver, des sapins et des chalets dans la neige. Et celui du bureau, c'était un zouave. Il avait un trou dans sa tunique que j'avais essayé de boucher par derrière avec du papier collant. Il m'avait dit « ça ne tiendra pas ». Mais ça a tenu. On le sait, je parle souvent d'onomastique dans ces vidéos. Pourquoi ? Parce que l'onomastique est souvent un élément significatif, très fort, dans les textes de Robert Pinget. Et ici, Autour de Mortain, le nom même de Mortain donne lieu à toute une exploration de la question du nom et de la dualité. Mortain, de par ce que l'on apprend dans les interviews, c'est-à-dire dans cette grande seconde partie ou partie médiane qui constitue à peu près les 4/5e ou les 5/6e du livre, dans les interviews, on apprend que Mortain est un écrivain et qu'il a publié des livres, et notamment des livres sur la vie d'un certain Mortier qui était son ami. Les différentes personnes interviewées ne sont pas d'accord, certaines prétendent qu'il a inventé ce Mortier, d'autres que Mortier existait et qu'il lui a volé ses manuscrits et son journal, et d'autres enfin prétendent que Mortain et Mortier n'étaient qu'une seule et même personne, ou plus exactement, que Mortier est le double fictionnel de Mortain. Donc déjà là, il y a évidemment toute cette question de la dualité. De la dualité à partir de la banalité aussi, banalité à 2 égards. Je vois, moi, dans Mortain, une sorte de modification très légère par paronymie du nom français le plus courant, Martin. Je vois aussi dans ce double Mortin-Mortier une reprise anaphorique qui indique la question de la mort. Or, évidemment, un des points d'origine du livre Autour de Mortain, c'est la mort de Mortain. C'est un des points d'origine dans l'ordre linéaire de lecture, vu que la première partie, chuchotement très brève, se termine par la mort de ce vieil homme observé par les 2 personnes qui chuchotent, mais aussi parce que les interviews semblent avoir pour but de donner un sens ou de lever le voile, de lever en tout cas un coin du voile sur la personnalité et la figure de Mortain, après sa mort, et donc de lever une partie des mystères que sa mort n'a pas permis, on va dire, d'éclaircir. Donc voilà, d'ailleurs, par rapport à cette question des interviews, des interrogatoires, Autour de Mortain est le premier livre publié de Pinget après le massif inquisitoire dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 24.
Ici, le ton des interviews n'est pas du tout le même que dans l'inquisitoire. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire de police, il ne s'agit pas d'un interrogatoire menaçant, il s'agit de toute évidence, on le comprend à plusieurs moments, il s'agit de toute évidence d'un interrogateur ou de plusieurs interrogateurs qui ont un intérêt pour la carrière littéraire de Mortin, pour Mortin en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, et qui donc veulent en savoir plus. C'est ça un petit peu le contexte. Et donc, pour toutes ces raisons-là, Mortin-Mortier, c'est la question de la mort et la question du mort qui est très présente également. La mort, il ne faut tout de même pas oublier que dans tous les livres publiés par Pinget au début des années 60, elle est centrale. Dans Architruc, on se souvient que la pièce de théâtre Architruc se termine par l'entrée de la mort avec sa faux. Le roi Architruc croit que c'est Baga qui une nouvelle fois s'est déguisé, mais en fait c'est bel et bien la mort avec son attirail traditionnel, presque cliché, qui vient le faucher alors qu'il est allongé. Il y a un très grand nombre de textes de Pinget, notamment au début des années 60, qui tournent autour de la mort, qui se terminent par la mort, ou qui commencent, qui ont pour point de départ la mort d'un protagoniste. Et donc, Mortin, évidemment, Mortin-Mortier, il y a cette anaphore qui suggère l'importance du mort et de la mort. Ainsi, pour la première fois, il me reléguait à la cuisine. J'ai presque mieux aimé, ne supportant pas le mépris de la nièce. Mais c'était bien la fin. Ces vidéos n'ont pas pour finalité d'être exhaustives, d'être toujours entièrement précises. Elles rendent compte aussi de manière subjective et parfois un peu approximative ou brouillonne de ma lecture. Un des points que je voulais signaler, ce sont les nombreuses contradictions entre les interviews. Je suppose qu'il y a des travaux universitaires qui ont fait le point de manière précise sur cette question-là. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que pour un lecteur lambda, et moi je me situe dans justement cette perspective d'un lecteur lambda qui essaie de reparcourir toute l'œuvre de Pinget, pour un lecteur lambda, évidemment, c'est une partie essentielle de l'expérience de lecture autour de Mortin, c'est que dans la grande partie médiane interview, le lecteur se trouve dans la situation de l'interrogateur, c'est comme si c'était nous qui posions les questions, et en posant les questions et en lisant surtout les réponses, en écoutant fictionnellement, mais en lisant les réponses des différents interviewés, on se rend compte qu'il y a un très grand nombre de contradictions. Et donc, cette question même de la contradiction au sein des interviews est au centre du processus de lecture. C'est de Monsieur Mortin qu'il faudrait nous parler. Dans la vidéo que j'ai consacrée à une lecture de l'Inquisitoire, la vidéo numéro 24, il a beaucoup été question de la vérité. Un thème qui taraude beaucoup Pinget dans les années 60, et dans Autour de Mortin, on retrouve évidemment cette question de la vérité subjective, de la vérité impossible à atteindre, ou de la vérité qui ne fonctionne, ou qui n'est possible d'atteindre qu'à travers un questionnement répété, ressassé, de tourner autour, comme dans le autour du titre, tourner autour des faits pour tenter d'atteindre la vérité. Dans la première interview, voici ce que dit le personnage de Johann, qui est interrogé. Qu'est-ce qui vous le fait supposer? Et Johann répond, tout ça est si vieux, je ne suppose plus rien. Vous souvenez-vous de ce qui vous le faisait supposer? C'est en y repensant après, bien après, que je m'étais fait cette idée. À force de retourner les mêmes choses dans sa tête, on en voit une, tout à coup, qu'on croit n'avoir pas vue sur le moment. Pouvez-vous la formuler? Ça n'a pas plus d'importance que le reste. Tout ça était dans ma tête. Et j'ai appris à m'en méfier. Comment voulez-vous que la vérité nous vienne du malheur? On ne sait plus ce qu'on pense à force. La tête est infectée. Dites simplement l'idée qui vous est venue alors, quelque improbable qu'elle vous paraisse maintenant. Et donc évidemment, dans cet extrait du dialogue, dans cet extrait de la première interview, se situe dans toute cette question extrêmement fragile entre la vérité objective, la vérité subjective, l'hallucination, hein, tout était dans ma tête, et cette question de la probabilité. Dites-nous l'idée qui vous est venue, quelque improbable qu'elle vous paraisse maintenant. Et donc on est sur les questions d'apparence, d'improbabilité, de probabilité, et donc toute la question de la véracité romanesque, formule qui est quasiment un oxymore, un paradoxe, véracité romanesque, se trouve ici posée.
La partie que j'ai un peu plus de mal à comprendre dans l'extrait que je viens de lire, c'est quand Johann dit « Comment voulez-vous que la vérité nous vienne du malheur ?» Il semblerait que ce qu'il essaie de dire très probablement, c'est que comme il a été malheureux, comme il a été déçu, comme il a été meurtri même par le rejet de Mortain, par le fait que Mortain l'ait rejeté, peut-être que du coup dans son malheur, il s'imagine des choses qu'il croit être la vérité. Donc là aussi, on a cette question de la projection. Et donc finalement, de ce point de vue-là, autour de Mortain, dont la publication intervient entre la publication de l'Inquisitoire en 1962 et la publication de Quelqu'un en 1965, autour de Mortain, qui peut paraître une œuvre un peu plus mineure par rapport aux deux livres que je viens de citer, est tout à fait dans cette perspective-là, avec une vraie intra-textualité aussi. Dans Quelqu'un, un narrateur ne cesse de dire « toute ma tête hein, pour se concentrer. Il répète d'une air, il répète « toute ma tête » pour s'inciter à plus de concentration. Et donc ici, on a aussi cette question-là. Ils étaient donc bien deux amis à lui. Oui. Les gens les confondent. Il y a un aspect de l'œuvre de Pinget dont je n'ai pas encore assez parlé au cours de mes précédentes vidéos, et dont je n'ai notamment pas assez parlé à propos de l'Inquisitoire. Dans ma très longue vidéo de 55 minutes consacrée à l'Inquisitoire, publiée il y a quelques jours, j'ai beaucoup parlé du fait que le personnage interrogé multiplie les descriptions. Il décrit l'immense propriété de ses patrons, il décrit aussi le donjon, il décrit des villes, il décrit des lieux, il décrit des maisons, et c'est un aspect essentiel. Ce qui est important, c'est que cela s'inscrit dans une perspective plus vaste dans l'œuvre de Pinget, qui est que les livres de Pinget ont souvent lieu dans des grosses bâtisses, voire des sortes de châteaux, des grandes propriétés, des manoirs, un petit peu, et cet aspect se trouve également autour de Mortain. Mortain a habité dans deux maisons, une petite maison d'abord, puis plus tard une maison beaucoup plus grande, et c'est ce dont il est question aussi dans l'une des interviews, l'interview numéro 3. Êtes-vous sûr qu'il n'avait pas un aide, un homme qui lui était dévoué et qui faisait son ménage? Si, j'en suis sûr. Ma femme lui a assez proposé de s'occuper de lui, il ne voulait personne. J'ai entendu un jour la nièce, la mère, dire que cette maison était un vrai... Entendons-nous bien, cette maison, donc la première, était une petite construction de 3 ou 4 pièces, tout au plus. Oui, à un étage, comme on faisait dans le temps. Aujourd'hui, pour 3 pièces, on met tout de plein pied. Et la villa? Oh, c'était autre chose. Au moins 15 pièces, est-ce que je sais, avec un beau jardin et un parterre, comme dans un parc. Et ce n'est pas dans cette villa qu'il a vu un domestique avant la cuisinière, ça, je suis sûr que non. La cuisinière, une nommée Noémie, s'est installée en même temps que lui à la villa. Et ce qui est simplement, comment dire, esquissé ici, ce à quoi il est simplement fait allusion dans cet échange-là, c'est l'essentiel du matériau, pour reprendre un mot très important pour Pinget, l'essentiel du matériau de l'inquisitoire. La description des pièces, les énormes demeures, dans Quelqu'un, l'immense pension de famille, à moitié délabrée, ça c'est autre chose, mais une grosse baraque, pour le dire de manière un peu vulgaire. C'est assez amusant d'ailleurs que j'ai oublié, omis de mentionner cet aspect-là jusqu'à présent, c'est que moi, dans ma vie, quand je vois en passant, en me promenant à pied ou en voiture, etc., ce genre de très grandes maisons de maîtres, de propriétés, souvent je pense, tiens, c'est une maison à la Pinget. Pour moi, c'est des maisons à la Pinget. Il ouvre le tiroir du bas, il prend des chaussettes, il les regarde, il doit y avoir un trou, il les remet dans le tiroir. Je l'ai dit plus tôt, une analyse plus précise que celle que je fais aurait notamment pour fonction de débusquer les différentes ou diverses contradictions entre les différentes sources correspondant aux 8 interviews de la grande partie médiane d'Autour de Mortain. La question de la fiabilité des sources, de la fiabilité des informateurs est d'ailleurs posée de façon récurrente, soit qu'un personnage interrogé dénonce ses propres doutes, ou le fait que lui-même ou elle-même ne soit pas fiable, soit que l'une des personnes interrogées critique les sources d'un autre référent.
On le trouve à la fin de la 4e interview, je cite « Nous ne savions pas qu'il avait été marié 2 fois. D'après mademoiselle Meyer, si. La première femme était morte dans des circonstances... elle se droguait ou quelque chose comme ça. On aurait retrouvé chez elle des quantités de tubes. Oui, ça me revient. Le pharmacien d'alors aurait été inquiété par la justice. Mon Dieu, que tout ça est ancien. Et je n'en croyais pas un mot. Je serais de vous, monsieur, je ne me fierai pas au souvenir d'une vieille dame comme moi. D'autant plus qu'ils sont le fait de commérages d'une folle, je le répète. Mademoiselle Mayer était folle, sa mort à l'asile l'a prouvé. Et la 4e interview se termine comme ça. Je ne me fierai pas au souvenir d'une vieille dame, d'autant plus qu'ils sont le fait de commérage d'une folle. Donc là, ce que transcrit le texte de l'interview à la page 108, c'est une information que la vieille dame tient d'une autre personne dont elle dit elle-même qu'elle est folle. Et donc, c'est la circulation des rumeurs, la circulation des informations et la faible fiabilité ou la faible probabilité tant des souvenirs que des informations externes qui est posée ici. Autre passage, page 132, ici un exemple de l'autre versant de ce que je signalais, à savoir quand la personne interviewée dénonce la faible fiabilité d'un autre informateur. Je cite « Vous avez sûrement entendu Cyril prétendre que l'écrivain s'était raconté lui-même sous le nom de Mortier. C'est quelque chose dont j'ai parlé, quand je vous ai parlé de la dualité Mortin-Mortier. Cyril, le garçon de café, dit qu'en fait, la vie de Mortier, c'est la vie de Mortin, et que Mortier est simplement le double fictionnel de Mortin, que Mortier n'a jamais existé. Réponse, ici, c'est inadmissible. Vous pourriez choisir vos sources ailleurs que parmi les garçons de café. Donc voilà, ici, il y a un élément évidemment sociologique. Il n'est pas fiable parce que l'on connaît la vérité qui est autre, mais il n'est pas fiable parce que, de par sa profession, il ne peut pas dire de choses pertinentes. Pourquoi fallait-il qu'il s'intoxique de cette fermentation des choses révolues, comme il disait? J'ai dit, et j'ai expliqué brièvement, que les interviews semblaient avoir pour but de faire la lumière sur Mortin, autour de Mortin. On cherche à déterminer la vérité d'un personnage. Et ce personnage était un écrivain publié. Il a publié au moins un livre. Ce qui est intéressant, c'est ce rapport à la vie, à l'importance de la vie de l'écrivain pour comprendre ce qu'il a fait. Dès les premiers romans de Pinget, il y a des personnages d'écrivains. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Si vous vous rapportez par exemple au Renard et à la Boussole, toute la fin du Renard et la Boussole est liée à la possibilité des romans ou à la possibilité des débuts de romans. Il y a le personnage de la poétesse, Louise Bottu, voilà, enfin je ne multiplie pas les exemples, mais c'est pour dire que la question des écrivains à l'intérieur de la fiction est récurrente chez Pinget. Ce qui est intéressant dans Autour de Mortin, c'est que l'interrogateur, la personne qui pose des questions dans les 8 interviews, semble s'intéresser à la carrière littéraire de Mortin, à Mortin en tant qu'écrivain, mais toutes les questions portent en fait sur l'existence de Mortin. Et c'est d'ailleurs souligné dans la 6e interview. C'est la nièce ou fille supposée de Mortin qui est interrogée. Et d'ailleurs, voici ce qu'elle dit. Il était donc presque un neveu de votre grand-oncle, si vous voulez. C'est de là que doivent provenir certaines confusions. Il y avait pas mal de monde autour de la prétendue solitude de Mortin. Voici ce que répond la petite nièce ou fille de Mortin, petite fille de Mortin, pardon. Moi-même, je finis par m'emmêler les pinceaux, dans les rumeurs et contre-rumeurs et contradictions. Voici ce qu'elle répond. N'accordez-vous pas trop d'importance à ces personnages de second plan. Vous savez maintenant l'essentiel, il me semble. L'œuvre n'est-elle pas votre premier souci? Et là, elle répond, comme aurait pu le répondre Roland Barthes, le premier Roland Barthes, ou comme aurait pu le répondre Ricardou, comme pourrait le répondre, je suppose, la plupart des opposants au beuvisme. C'est-à-dire, voilà, le Contre Sainte-Beuve de Proust, la vie des écrivains ne sert à rien pour éclairer leur œuvre. L'œuvre n'est-elle pas votre premier souci? Et
l'interrogateur répond « Il s'agissait d'en éclairer certains aspects ». Donc, il semble possible, d'après cet interrogateur, d'éclairer l'œuvre de Mortain en s'intéressant à des aspects de sa vie. Ici, dans le texte, on a donc le conflit, très sous-jacent, mais le conflit entre ces deux écoles critiques. Une école du texte pour le texte, une école de l'autoréférentialité, comme le dira plus tard Michael Riffater, et puis une école biographisante, une école à la Sainte-Beuve. Oui, il faut s'intéresser aux sources, il faut s'intéresser à la vie de l'écrivain pour pouvoir l'étudier et le lire. Pinget ne tranche pas, c'est à l'intérieur de la fiction. En revanche, en tant que praticien de l'écriture, il semble trancher. Vous allez bien chercher la petite bête pour de la broutille, qu'on sait à peine si c'était vrai ou pas.